Le plus important des bunkers construits à Tourcoing pour le quartier général de la 15e armée est un bunker SK1, un poste de commandement pour un général. Un autre bunker SK1 a été construit à Anvers et a été également transformé en musée. Il y a près de 40 ans, un groupe de courageux passionnés d'histoire locale a entrepris le travail titanesque de transformer un bunker inondé rempli de rouille en un lieu chargé d'histoire et de matériel exceptionnel et de l'ouvrir aux visiteurs 2 fois par mois. Découvrons ensemble ce très beau musée historique en rentrant au cœur de ce bunker géant de 6700 tonnes de béton armé, niché au cœur de la région lilloise. C'est ici, dans ce bunker allemand, qui était le QG de la 15e armée allemande, et qui servait d'abri au quartier général. Et c'est ici qu'a été interprété le message Verlaine le 5 juin 1944, à 21h15, ce fameux message Verlaine qui annonçait à la résistance l'imminence du débarquement. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Ici, Londres. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. De 16 mètres de large, avec une épaisseur de mur de 2 mètres, des murs intérieurs de 0,80 m et un plafond de 2,50 m, on ne sait jamais, bombardement, et un toit végétalisé. D'ailleurs, certains soldats allemands avaient même fait un potager en haut. Parce qu'il valait mieux être soldat ici que sur le front de l'Est. Hein. Vous avez certaines photos. Et là, le tunnel qui est une issue de secours, qui est coupé parce que il y avait... vous êtes de Boulogne, mais vous connaissez Tourcoing, c'est l'industrie textile ici, et les industriels lainiers possédaient des immenses villas, c'était presque des châteaux d'ailleurs. Hein. En anglais, on appelait ça des Victorian Mansions, et donc ils avaient beaucoup de personnel à leur service. Ma grand-mère d'ailleurs, qui a émigré de Belgique, parce qu'à l'époque c'était beaucoup de Belges qui venaient par ici, moins dans le Boulonnais pour les pêcheurs. Et donc les 3 grandes villas qui étaient occupées par les officiers nazis ont été rasées dans les années 75 par un promoteur qui a tout acheté. Mais il se fait que ces villas ne possédaient pas de jardin, c'était des parcs complets. Donc il y avait de quoi construire un lotissement. Et au début, le promoteur voulait tout raser. Mais connaissant l'historicité du lieu, la mairie Tourcoing a préempté. Donc le bunker est resté en état d'abandon quand même. Et le tunnel de secours a été coupé, voilà, qui menait au sous-sol de la Villa Six. En derrière, c'est comme, alors c'est pas un blocos de combat, je disais comme sur la côte, mais un bunker. Donc, mais en dessous des briques, c'est du béton armé comme les blocos de la côte, qui a été habillé de briques parce que pour cacher un peu, mais aussi pour moins jurer par rapport au quartier, ces grandes villas, etc. Ça donnait moins l'impression. Donc voilà, ça fait quand même 8800 tonnes de béton armé et de ferraille. Alors on ne l'a pas pesé, hein, mais avec les archives allemandes, on fait des équations par rapport au cubage, etc.
Alors là, il est représenté avec son chef d'état-major, Hoffmann, en train de discuter les cartes. Tous les uniformes que vous voyez à l'intérieur sont des uniformes d'époque, sauf celui du général, pour deux raisons. Un, on trouve beaucoup moins d'uniformes de généraux que de sous-officiers, et deux, si on en trouve, le prix est excessif. Alors celui qui nous intéresse le plus, puisque la 15e armée a été créée dès 1941, les bureaux étaient ventilés dans les trois grands crevaisons, que vous avez vu en photo dans la salle des machines d'ailleurs. Mais à partir de septembre 1942, ce bunker a été construit pendant une année jusqu'à septembre 1943. Et donc effectivement, on n'a été occupé qu'une année, de septembre 1943 à fin août 1944, la date de la libération. Mais effectivement, dès 1941, il y avait un commandant en chef, mais qui se trouvait des grandes maisons. Et c'est von Zalmuth qui lui est resté une année complète ici. Voilà, donc c'est celui-là qui nous intéresse le plus parce qu'on en parle plus souvent. Donc c'est reconstitué comme à l'époque, ça n'a pas été difficile de reconstituer un bureau, puis en plus Horst nous a indiqué, il connaissait tout le bunker. Les portes, vous avez vu, sont latérales, puisque en cas d'alerte, tout le mouvement des soldats, compliqué d'avoir des portes qui s'ouvrent et qui se ferment comme ça. Le rond rouge indiquant qu'en cas d'alerte, ces portes devaient obligatoirement rester fermées pour que le bâtiment reste hermétique. Donc, je ne sais pas si vous avez fait, si vous êtes Jamanian, Omer Raphaël Senghor, donc le commandant en chef. Et Valentin nous expliquait que dans les tuyauteries de couleur bleue se prolongeaient dans le couloir, ça permettait de ventiler de l'air chaud aussi. Dans le couloir des officiers, moquette pour éviter le bruit des bottes, un peu de chaleur, ça je vous traduis pas. Le tunnel, vous l'avez vu, donc il est coupé à l'extérieur, il reste une douzaine de mètres, hein, avec une particularité sur cette porte, c'est que s'il y avait des gravats qui bloquaient le haut ou en bas, il y avait toujours une troisième issue. Ça, c'est très original. Bon, je sais bien que les généraux étaient en principe bien nourris et assez en surpoids, mais dans ce cas-là, on poussait. Et donc, ce tunnel aboutissait au sous-sol de la Villa Six, où attendaient effectivement, comme on voit dans les films, toutes les grosses Mercedes, etc., pour évacuer.
Donc on organise aussi ici des escape games. C'est pour ça qu'il y a des lumières rouges ou bleues parfois, parce qu'il faut faire peur aussi. Et ça, c'est pas très difficile. Donc, comme je vous disais, partout on trouve ce mécanisme. Donc, cette porte n'a pas non plus été repeinte pour montrer la couleur d'origine en fait aux visiteurs, qui était de couleur sable, qu'on appelle aussi couleur Africa Corps, puisque beaucoup utilisée par le maréchal Rouven, qui est venu 4 fois ici. Hein, quand même. On le voit en photo là. Moi j'ai vu. Voilà, c'est avec Van Zalmo justement. Donc le rond rouge, c'est pas une invention, hein, effectivement, on trouve encore la trace. Donc là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La toilette n'est pas d'époque, il était reconstitué avec la chasse d'eau. Hein. Moi, j'ai connu quand j'étais plus jeune, parce qu'après, il y a eu la tirette et maintenant on appuie. Alors c'est assez curieux parce qu'on appuie, mais dans l'expression, on dit toujours on tire la chasse. Mais ouais, on tire plus, on appuie. Mais on dit encore tirer la chasse alors qu'on appuie. On pousse. Et alors, il nous a dit aussi que le soir du 5 juin 1944, oui, je ne dis pas de bêtises, à 21h15, quand le message a été transmis, les fameux vers de Verlaine, ils sont arrivés dans mes oreilles. C'est moi qui écoutais la BBC, c'est passé par la BBC. Le message est arrivé ici, oui et non, il est arrivé dans toute la France, mais ici il a pu être interprété. Et surtout qu'ici on était au siège de la 15e armée allemande, armée créée par Adolf Hitler spécialement pour surveiller les côtes de la Manche et de la mer du Nord, puisque Adolf Hitler, les Allemands plutôt, savaient qu'un grand débarquement aurait lieu, mais sans savoir où exactement, ni quand exactement. Adolf Hitler, lui, a toujours été persuadé que c'était sur les côtes du Pas-de-Calais. Ce qu'il y a, c'est que, en termes de stratégie militaire, c'est pas forcément le plus évident qui se déroule. La preuve, on le sait maintenant, c'est pas par là qu'ils sont passés. Et donc, Horst, alors il est décédé nonagénaire en 2012. Il est venu jusque la dernière année. Et il nous a dit, moi j'étais là, le monsieur Ouiassi, je travaillais sur Téléscripteur. Il fait, le message est arrivé dans mes oreilles, moi je recevais des centaines de messages par jour, je ne parle pas français. Mon supérieur, Helmut Meyer, qui travaille dans la pièce à côté, lui est francophone. Il avait été prévenu par l'amiral Canaris de l'imminence du message, donc il savait très bien comment agir, donc lui il a transmis, donc Horst, sans rien comprendre, a transmis quoi. Mais c'est arrivé dans ses oreilles. C'est un personnage historique finalement. Et alors on a un membre du conseil d'administration de l'association qui parle un peu allemand et qui est en relation avec les archives de la Bundeswehr. Et les Allemands notaient tout. Ils étaient d'une précision, c'est peut-être pas étonnant, surtout les Allemands de l'époque. Et ils nous ont envoyé, effectivement, le plan, comme on voit dans la première salle, la maquette, le plan du bunker avec la maquette, où sont inscrits le nom, prénom et grade de tous les soldats et de l'endroit où ils étaient dans le bunker le 21 juin à 21h15. Et on voit très bien que Horst Wessel, il est nommé, il existe bien, Horst Wessel, il était présent là, dans la salle indiquée par les archives allemandes. Il était présent jusqu'à 23h30. Il précise les archives encore. Donc, M. Wessel ne nous a pas raconté. On aurait pu dire, oh, il est octogénaire. Non, il n'a pas menti, les archives de la Bundeswehr le prouvent.
Donc ici, je vous ai expliqué qu'on était entré dans le centre névralgique du bunker. On voit ici les pieds de poule qu'on jetait sur le pavé pour crever les pneus des tractions. En patois picard, je ne sais pas si vous me parlez, on appelait ça des pattes de glaine. Voilà, les FFI, etc. Nos grands-parents ont connu ça, le Sunlight, mais c'était le savon. Mais chez nous, on appelait ça du Saint-Licht. Parlez pas anglais, on dit pas Sunlight. Et vous pouvez le trouver encore en Belgique. En Belgique, moi j'achète encore mais l'emballage a changé. Alors, une chose importante, c'est que donc je vous prends là au milieu, mais bon, rien se complète quand même. Les anciens combattants allemands ont des associations qui ont un petit canard, enfin des gazettes, tout ça. Et dans les années 90, il y a trois Allemands qui ont été soldats ici, qui nous ont contactés. Et ils sont venus nous rencontrer. Celui qui nous intéresse le plus, c'est Hans Wenzel. Parce que lui, il était sur la machine Enigma. Et lui, il est revenu 10 fois ici, entre 2002 et 2012. Il est venu pour des petits séjours de 3-4 jours. Donc on l'accueillait. Donc c'est pour vous dire à quel point il était octogénaire à l'époque. Il a pu nous raconter en détail comment ça se passait ici, dans chaque pièce, etc. Sinon, dans l'état où le bunker a été retrouvé 50 ans après, on n'aurait jamais su, comme il y avait de l'Ouest allemand, qu'il y avait de la moquette dans le couloir des officiers. Donc c'est pas une reconstitution par beauté ou par décoration. Il nous a dit ici, il y avait la moquette rouge. Pour éviter les bruits. Son bureau, parce que ça avait été arraché, était lambrissé. Vous l'avez vu. Oui. Comment pouvait-on s'imaginer? C'est lui. À la droite, là, il écrit, voilà, c'est de l'allemand, parce que les Allemands étaient tellement, écrivaient tout, et voilà, donc ça nous a été remis par un ancien combattant allemand, qui a dit, moi, on avait le droit à ce qu'on appelait un bon de réconfort pour aller se soulager. Voilà. Donc ils avaient le droit d'aller voir les filles dans le Vieux-Lille, mais pas n'importe qui. Par exemple, ce soldat devait aller voir une certaine Betty, voilà, dans une maison de tolérance probablement, pas dans la rue. Et Betty qui n'existe plus à l'heure actuelle, ou alors je ne sais pas dans quel état elle est, elle n'exerce plus. Ne me demandez pas de la retrouver. Je vous avais parlé de ça et de surtout M. Fetzel, voilà. Donc, quelques pigeons ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout pendant la Première Guerre mondiale que les pigeons voyageurs ont été utilisés. Nord-Pas-de-Calais, Belgique, même culture, même si les langues ont évolué. La cuisine, c'est culturel, c'est très culturel. Ouvrez un livre de cuisine belge et un livre de cuisine Nord-Pas-de-Calais. 9 recettes sur 10, ce sont les mêmes. Et donc, et vous trouvez à Lille, à l'entrée du zoo de Lille, un grand monument aux morts. Les gens le connaissent tous, je pense que c'est un monument aux morts pour les soldats. C'est un monument aux morts dédié aux pigeons voyageurs. C'est le seul de France. Il a été construit en 1936, après la Première Guerre mondiale. Et si un jour vous allez à l'entrée du zoo de Lille, c'est un grand monument. Et certains pigeons ont été décorés comme soldats pour leur vaillance. Ça, j'avais lu. Certains ont été blessés, etc. Mais c'est surtout la Première Guerre mondiale. Mais bon, non, Pas-de-Calais, Belgique, région colombophile par excellence. Et donc, c'est le centre névralgique du bunker ici, puisqu'on a toute la télécommunication, fil, et toutes les communications sans fil, les radars en fait. Parce qu'ici, en fait, c'est pas un blocos de combat comme on voit sur les côtes, la côte d'Opale, etc. Ici, il n'y a pas eu de combat. C'était plus un QG, donc plus employés, mais tout était prévu en cas d'attaque, on ne sait jamais. Mais comme tout le monde s'écoutait, les Allemands,
les Alliés, les résistants, les machines secrètes se cassaient, à bout d'un moment les codes. Les Anglais se sont bien gardés de bombarder le bunker parce qu'ils étaient beaucoup trop intéressés de savoir tout ce qui sortait et tout ce qui rentrait ici comme communication. C'est stratégique. Et en plus, bon, vous allez dire, on s'en fiche des victimes collatérales, mais on est près du centre-ville. Hein. Il y a le canal de Tourcoing qui est juste au bord, du Lamarne. Il y a la gare de Tourcoing qui est pas loin. C'était intéressant puisque les entreprises belges ont construit en grande partie ce bunker. Donc pour amener les travailleurs de Belgique, la gare de Tourcoing est à 2 pas. Le canal pour les matériaux, c'est à 2 pas. On est à 12 km de la grosse commandature de Lille. Hein, parce qu'ici c'est militaire, la commandature c'est civil plutôt. Hein, c'est pas des soldats quoi. Donc c'était un endroit stratégique. Et comme vous avez vu de la première pièce, la carte, la grosse 15e armée allemande, il y avait un grand renflement derrière, c'était pas uniquement. Mais tout faisait partie du mur de l'Atlantique. Donc donc Tourcoing avait une position centrale. Et ça c'est la grosse goniométrie. Parce que tout ce que vous voyez ici est d'époque, mais pas forcément d'origine, parce que les Allemands ont tout embarqué. Fin août, quand les Alliés arrivaient, ils ont libéré Roubaix-Tourcoing vers le 3-4 septembre, à Luard, Vallée-la-Lys, Boulogne après d'ailleurs, parce que c'était une forteresse. Et donc ils ont tout embarqué, mais ça nous a été donné par les renseignements généraux, c'est une machine de 47. Mais c'était comme ça que ça se passait. Alors ça tournait 24 heures sur 24, il n'y avait pas de petit ventilateur comme ça, hein, c'était un gros. Donc ici, on parlait de la grosse volumétrie, hein, 1000 km de portée quand même. Hein. Ça veut dire qu'on pouvait écouter jusqu'au Pays Basque et jusqu'aux Côtes Danoises. Ça tournait 24 heures sur 24, hein, vous avez vu le générateur maintenant, c'était surchauffé. Mais ici, tout arrivait. Les Alliés entre eux, les Allemands entre eux, les Alliés, la résistance entre eux, les résistants entre eux, tout était trié ici. C'est les radars, là c'est autre chose que le téléphone filaire, j'allais dire. Et donc, oui, comme je vous dis, je vous répète, hein, mais tout le monde s'écoutait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas croire que les codes secrets Enigma a été craqué par les Britanniques, le code britannique, je ne sais plus comment il s'appelle, a été craqué par les Allemands aussi. Tout le monde s'écoutait. C'est pour ça que le sous-titre du musée, c'est Musée du 5 juin 1944, Musée de la guerre des ondes. Ce n'était pas un message destiné à ici. Le message, toute la France, tous les résistants pouvaient l'entendre. Mais l'intérêt d'ici, c'est qu'ici, on est au QG de la 15e armée allemande. Donc c'est ici le plus intéressant. C'est ici qu'il fallait qu'il soit entendu et interprété. Et grâce à l'amiral Canaris, Helmut Meyer, qui lui était francophone, savait de quoi il en retournait si le message arrivait. Le message arrivait par la BBC, hein, c'était pas un code secret. Vous savez, il n'y a plus de tabac dans la tabatière, les marguerites demain fleuriront. Mais ce jour-là, le 5 juin, Horst Wensel, il en a reçu 384 dans la journée. Il transmettait tout à lui. Mais lui, dès qu'il a vu, alors, 1er, 2, 3 juin, les sanglots longs des violons de l'automne. Point. Transmet, puis au courant par les magasins. Ah, ça annonce le débarquement. On ne sait pas quand, on ne sait pas où. Le 4 juin, rien. Il faut savoir que le débarquement était prévu le 5 juin au départ. Mais le temps était épouvantable sur la Manche, c'était reporté au 6. Le temps n'était pas beaucoup meilleur, mais bon. Donc le 4 juin, rien. Le 5 juin, à 21h15, blesse mon cœur d'une longueur monotone. Ça annonce l'imminence du débarquement. Toujours sans savoir précisément où et précisément quand. Ils vont vite le savoir, puisqu'on n'est pas sur Calais Douvres là, on est sur Southampton, Calvados, c'est une nuit là. Et dès la nuit, les péniches de débarquement étaient déjà sur la mer. Et ben où ils vont le savoir dès 5-6 heures du matin. Sauf que quand le débarquement sur Terre aura lieu, Adolf Hitler, quand il a été prévenu, oui, ça existe, mais on ne dégarnit pas les côtes du Pas-de-Calais. C'est une diversion. Ça va être suivi par un gros débarquement, opération Fortitude, dans le Pas-de-Calais. Bombardement du Portel, etc. L'opération Fortitude a joué son rôle jusqu'au bout. Et le pire, le mieux pour nous, c'est que l'opération Fortitude a fonctionné. Et donc, comme on a quelqu'un qui est en contact avec les archives de la Bundeswehr, je vous l'avais expliqué, ils nous ont envoyé, c'est une copie, effectivement en allemand, le message qui est bien arrivé, les sanglots le 5 juin 21h15, c'est pour ça qu'on est très précis. C'est écrit en allemand, sauf les strophes de Verlaine,
qui a dit que oui, le message a bien été réceptionné à Tourcoing, là, au siège au QG de la 15e. Alors il faut savoir que Fanzelmuth, hein, le directeur, donc a été prévenu par le temps que Helmut Meyer vérifie tout. 1 heure après, 10h15, 22h15, Fanzelmuth était prévenu. Fanzelmuth a mis la 15e armée allemande en alerte, sans toutefois, encore une fois, dégarnir les côtes du Pas-de-Calais. Le message est arrivé au grand QG de Berlin à 4h du matin. Et comme d'habitude, il était d'une humeur exécrable. Ça, tous les historiens le disent. Il ne fallait pas le déranger dans sa nuit. Donc, il a été au courant de l'arrivée des Alliés à 10h du matin. Il a confirmé la mise en alerte de la 15e armée allemande par Fanzelmuth, mais pareil, sans toutefois garnir les côtes du Pas-de-Calais. Alors, vous connaissez sans doute le grand film américain, le D-Day, le jour le plus long, avec John Wayne, Burt Lancaster, enfin, il y a un film en noir et blanc d'ailleurs. Il faut savoir que les Américains étaient venus ici. C'était en 62, hein, je crois, 62 ou 63, 62. Ils étaient au courant, bien sûr, du siège du QG de la 15e. Hein. Bon, c'était ici, c'est tout, c'est prouvé par l'histoire. Ils sont venus ici, mais ils ont trouvé à l'époque un bunker dans un état d'abandon, même s'il n'était pas rénové. Il était encore debout, mais donc il y avait de l'eau stagnante, noire, etc. Tous les carrelages sont d'origine, hein. Ça je vais vous préciser. Ils sont arrivés là, ils ont regardé, mais il n'était pas dans un état suffisamment correct pour tourner le film. En plus, à l'époque, les caméras étaient énormes. Et alors qu'il faut des travelling et puis des marches, donc ils ont tourné en Californie et en Normandie. Mais si vous avez l'occasion de revoir ce film, on voit Fanzelmuth dans une grande pièce. Bon, c'est pas difficile de trouver des grandes pièces dans les maisons d'industriels de l'époque, en train de jouer aux cartes. C'est une vérité. Hans Svensson nous a dit oui, Helmut Meyer est allé voir Zalmuth dans sa villa, il était en train de jouer aux cartes. Donc il a mis en alerte la 15e, etc. Sauf que quand on regarde bien le film, on est censé comprendre que tout se déroule en Normandie. Ça, c'est une capture de l'écran du film. Ils sont effectivement, Fanzelmuth en alerte avec tous ses sous-officiers. C'est effectivement dans une grande pièce qui pouvait être dans une grande villa et qui était dans la villa Six ou Tibérien juste assez. Si vous avez l'occasion de revoir ce film, vous allez le voir de manière autrement. Parce que même si vous regardez sur Wikipédia, maintenant tout le monde regarde Wikipédia, sur le jour le plus long, il y a une grande tartine et puis à la fin, il écrit « Faits erronés ». Et il écrit « Lors de l'atterrissage des 2 parachutistes dans la cour d'un bâtiment du QG allemand, on voit le général von Zalmuth sortir de ce QG alors qu'il se trouvait à ce moment-là à Tourcoing, nord, commandant la 15e armée allemande. » Donc, cette scène dans cette grande pièce n'est pas en Normandie, mais c'est une des pièces de la Villa Six ou Tibérien. De même, après, dans le film, c'est aussi une capture d'écran, on voit Helmut Meyer. Il est écrit en dessous parce qu'il parle français, les sanglots longs des violons de l'automne. Donc il est en train d'écouter, d'intercepter et d'interpréter le message à 21h15. Seulement il est dans une grande pièce avec une dizaine de dactylos en train de taper à la machine, etc. Cette scène n'est pas fausse, sauf que lui, il était là à 21h15. Donc c'est loin d'être dans le film une pièce immense avec une dizaine de dactylos. Si vous avez l'occasion de revoir le film, vous allez vous souvenir que ce que vous voyez, en fait, c'est vrai, il parle, mais il est là. Prévenir la Gestapo. La Gestapo, c'est pas l'armée, hein. C'est civil. Ici, c'était l'armée, hein, la 15e. La Gestapo, ici, avait son siège à Lille, à Saint-Maur. Je crois que c'était là, oui. Ils ont la palisse dans lequel on a un reste caché. Donc l'émetteur mort, c'est disconnecté à la radio. Et la radio, les résistants, ils vont commencer à comprendre le fonctionnement des Gestapo et du galvanomètre. Ils vont installer dans la radio une batterie. En fait, comme le courant est coupé, la batterie pendant le relais, on peut sur la vie. C'est Jean du Moulin ou c'est parce que sur le radio, je sais pas, mais je crois que c'est un méchant. Voilà. Gestapo. Et là, on vous salue pour indiquer du coup qu'il y a des gens qui format qui cherchent. C'est quoi, c'est les caméras à l'ancienne? Plus précis l'émission, plus l'aiguille montait vers le 8, 9, 10, 11. D'accord. Voilà.
Donc c'est pas du tout une montre, ça, c'est une... Non, non, ça vient pas de... Et c'est pour ça que les civils, j'en vais en quartier des Crêpes, mais ça peut être un quartier à tout point, n'importe, disaient tiens, là encore un homme pressé. Parce qu'il regardait tout le temps, mais c'est pas sa montre qu'il regardait. Et alors, quand il arrivait, je continue, voilà. Après, moi, je me suis greffé sur le... Il arrive au pied d'un immeuble où l'aiguille est bloquée à 11. Il dit c'est ici. On a reconstitué un appartement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le nazi, le gestapiste, oui, c'est un nazi aussi, il coupe l'électricité pour empêcher, voilà. Mais il se passe quelque chose que les premières années, la Gestapo ne connaissait pas. Pour ça, j'ai besoin d'un plus grand point, et ça, c'est pas difficile. Pour jouer le rôle de la Gestapo, il coupe l'électricité, c'est-à-dire éteindre l'interrupteur. Je vous en prie, à volontaire, je vais jouer le rôle important, je termine le message, je me fais prendre. Je me fais prendre, je me bats parce que la Gestapo montait avec des soldats. Je me bats et puis je gagne pas. Ou alors je suis prisonnier, c'est la baignoire. Ou fusillé au fort de Seclin, où il y a encore un autre lieu de mémoire à visiter. Ah oui. Fort de Seclin, c'est là qu'on fusillé, ou alors déportation. Mais les premières années, les nazis ne connaissaient pas ce système. D'accord. Donc ils disaient, ah, j'ai coupé, et ça reste bloqué au 11, donc c'est l'immeuble à côté. Ça laissait un peu plus de temps, et après ils ont été au courant. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Ici, Londres. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Jusqu'au gestapistes, le bunker n'a pas changé. Après, il y a eu des petits murs qui ont été démolis, parce qu'à partir du musée de la salle de résistance, c'était toute une série de petits bureaux qui n'avaient pas... il ne se passait rien, quoi, c'était des employés. Donc jusqu'à la Gestapo, tout n'a pas été changé. C'était bien là, transmission, bureau général, mais ici, vous avez connu toute une série de petits bureaux qui n'avaient pas plus d'importance que ça. Quelle collection, non? Quelle collection d'art? Alors, alors il y a le fameux Lugan, il y en a un, c'est fabriqué en Belgique. À Browning, c'est à Browning, ça? Ah oui, à Browning, alors attention, moi, le Lugan, c'est celui-là alors. Non, oui, c'est celui-là. Lugan, voilà. Et là, c'est à Browning. À Browning, d'accord. anglais. Et là, c'est anglais, Ça, c'est fabriqué en un- Belgique. Il écrit, Ah, d'accord, oui. regardez bien, il écrit fabriqué en Belgique. Et ça, c'est un Mozart. Ah, Mozart, comme les fusils. Comme les fusils. Oui, écrit, on voit bien. D'ailleurs, les officiers de Gestapo, ils avaient souvent ça comme pistolet. Peut-être que les Belges fabriquaient les Browning, hein, c'est pas... Oui, bah, à Herstal, C'est exactement ça. C'est ça, Juste avant vous, j'ai ouais. eu un couple de Flamands, Ouais. et à Herstal, c'est en Wallonie, mais Ouais, ils m'ont dit oui, c'est fabriqué. L'usine existe encore. Oui, bien sûr. Ouais. Alors l'uniforme français, américain, britannique, alors français parce que le commando Kiefer qui a débarqué, il est mort il y a cette année, je crois. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Ouais. C'était le dernier. Oui, le dernier commando. Ouais. 177 soldats avec les Canadiens. Val Thompson. Voilà. Parachute en soie d'époque, je crois, mais il n'a pas sauté sur la Normandie. C'était les parachutes boules. Parce que maintenant ils sont pleins les parachutes. Mais ils étaient tous blancs ou alors est-ce qu'il y en avait qui étaient camouflés aussi? Ah peut-être, mais... Je suppose que c'est un anglais. C'est un français. En vert, oui. Ils étaient français. Ils sont habillés à l'anglais. Ouais, l'uniforme. Le dernier, c'est anglais.
ça s'est le plus mal passé parce qu'il y a eu un décalage sur le plan. Ah oui. Et les défenses allemandes avaient été un peu plus fortes que prévu, enfin pas un peu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Omaha l'assemblante, Bloody Omaha. Et on le voit bien encore un film. Dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, les 20 premières minutes du film, la manche est rouge. Terrible, terrible. Et ça, c'est vrai. C'est vrai ça? Ah ouais, Oui, c'était à comme ça. Omaha. Oh, terrible. Oui, bah, il y a une littérature spécifique à Omaha, d'ailleurs, pour montrer. Alors, donc, on voit les asperges de Rommel hein, pour empêcher les débarquement. Et puis, les fameux tétraèdes. C'était de l'acier, c'était C'est du ciment. Ah, c'était du Ou du ciment. béton, on va dire. Du béton armé, quoi, d'accord. Ok. Pour empêcher. Et vous voyez, donc. De la plage. Ah oui. Une des plages de. Les codes 45, ils sont d'origine, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ces codes 45. Vous savez, il y a des collectionneurs, ils entretiennent ça. Oui. Comme le Prunel. Ce n'est qu'à partir du 24 juillet qu'Adolf Hitler s'est rendu compte que la diversion de Normandie était le vrai grand débarquement. D'accord. Mais il était un peu tard quand même, parce que les résistants ont eu le temps de faire sauter les coups sur la Seine. Quand est-ce qu'ils s'en est rendu compte alors Après le 24. Ah, d'accord. Donc bien longtemps. Ah oui, c'est là qu'il a vraiment réalisé que c'était la vraie invasion. Oui, la diversion n'en était pas une. Voilà. Ça a mis un certain temps. C'est bien fait, cette carte. Il faut dire qu'il y a eu quand même toute une série de débarquements. Quand même. Il y a eu déjà le raid de Dieppe. Donc l'année, là c'était, j'ai les dates exactes, j'ai mon petit pense-bête. Pas forcément. Pendant la guerre mondiale, ils ont fait un maximum. C'est sombre, hein, c'est pour ça. Mais vous l'avez repéré, c'est bien là. Ah, ils sont manqués. Donc, ça c'était les mines en verre. On les a enlevées, mais je ne savais même pas que ça existait. Alors bonjour le détecteur de métaux. Alors ça c'est une grenade à manche, mais ça ce sont des mines aussi également. Ah, c'est des mines? Oui. Des mines à fusil? Ah non, des mines Voilà. plantées dans le sol. Voilà, moi je ne sais pas non plus. Pour moi c'était des grenades à manche. On m'a dit non, ça c'est grenade à manche, ça c'est des mines et ça c'est des mines en verre. Alors, un français du travail obligatoire. Ah, le STO, d'accord. Enfin, là c'est OT, organisation de Haute, d'accord. Mais c'est le STO. Et ça, c'est surveillé quoi comme un soldat. comme tenue? C'est quoi ça en fait? Les cuissons, je sais pas, c'est un soldat de. C'est bizarre comme Mais tenue. il y a la croix gammée. Ouais. Je sais pas ce que Oui, c'est vrai, il faudrait que Drôle de je. tenue. C'est Et quasiment donc, un civil, pardon. un cabanon de construction du nord de l'Atlantique. Alors regardez, sur son épaule, sur le haut de son Oui, bras, oui. de ce Le bras soldat, droit. oui, là il y a un écusson. Le français? Oui, Un écusson français, hein. c'est quelqu'un qui a choisi de travailler pour l'armée allemande, collaborateur. Donc il y a le drapeau nazi, puis à l'écusson, il y avait aussi des Belges, des Hollandais, Ah oui. qui portaient les couleurs. Et donc il en a fait le choix, il a choisi. C'est Ah pas... oui, oui, oui. Ah oui, Ah d'accord. oui, non, sinon il serait plutôt prisonnier que. Ouais, bien sûr. Non, il a fait. Je donne pas cher de sa peau en 45. Non. Je sais pas si vous suivez Mose. Ouais. Et puis tous les objets retrouvés sur la plage. Bon, pas tout, hein, ça c'est. Quand j'étais à la mairie, on avait encore les fusils, c'était encore les Lee Enfield. Ah oui. Les Lee Enfield, les vieux. Moi j'avais un Ford, c'était un peu plus moderne, mais
Les plus vieux c'était comme ça, avec des trucs en banque. Ah oui. C'était tout en métal, mais les vieux c'était un peu comme ça. Ah oui, oui. Et donc, oui, on a des dons et des rachats aussi. Par contre, le casque, lui, il a vraiment du usage avant. On voit que. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a récupéré, 10 ou 15 ans. Et là, vraiment, il a été mangé par les coquilles. Donc, c'est tous des objets. Là, on peut dire que c'est des coques. C'est sûr qu'on n'a pas retrouvé ici. Das muss für die Die Brücken sind von äußerster Wichtigkeit. Ja, deshalb bewegen sie bereits. Wir jagen sie in die Luft und damit kommen wir nicht weiter. Das Einzige, was wir tun können. Herr Major, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Amerikanische Panzerverbände wurden Sie. Wir können tagsüber kaum vorrücken. Wir müssen voll am Tieffliegern. Ja, sind sie ja. Die Gefechtsstab hier für ein Verwundetenlazarett umbauen. Ja, ist kein Problem. Rein mit den Jungs. Lass sie versorgen, verdammt nochmal. Ich brauche Ruhe, ich muss nachdenken. Äußerste Härte ist, Amerikaner zu bekämpfen. Wenn wir ihn jetzt nicht aufhalten, haben wir massive Probleme. SS-Panzerverbände befinden sich im Bereich KL. Wir sind zähe Kerle, wir haben die Casino gehalten, da gehen wir das auch in den Griff. Erste Kompanie, Sie sprengen die Brücken, Sie halten die Stellung. Stellung halten, verdammt nochmal! Absolut gehalten, noch nur höchste Klasse. Wir werden die Brücke sprengen, damit es der Vormarsch der Amerikaner wieder gestoppt. Dann kann man seinen Panzerverbänden nicht weiter vorrücken. Es geht vorrangig darum, die Brücke zu sprengen. Und das ist jetzt das Hauptthema. Im Anschluss wird die Bahnverbindung nordwestlich von Darmstadt ebenfalls gesprengt. Dann ist der Übergang ebenfalls gestoppt. Dann weitere Brücke, die werden wir auch in die Luft jagen. Herr Major, die Brücken sind von äußerster Wichtigkeit. Ich weiß das, wir werden sie in die Luft jagen, der Amerikaner steht. Und so den Amerikaner treffen, mit unerbittlicher Härte der Feind zu stoppen. Wie Sie sehen, Herr Major, ist eine ungefähr Verwundetfliegerei. Ja, der Amerikaner kommt von oben und von unten. Wir haben vier Nachrichten, Herr Major, von der Seite. Der Amerikaner hat die Mauern besetzt. Wir sind im Bereich Langerleen am Strand gelandet und brechen nur unsere Linien. Wir können die Märkte nur schwer aufhalten. Wir konnten die Gefangene der 104. und 82. Fallschirmjägerdivision festnehmen. Nun ja, ein Blick auf die Karte wird auch. Ich hoffe, jetzt müsst ihr die Brücke, die Bahnverbindung sprengen. Die kleine Brücke nach so.
ventilation, je vais pouvoir vous expliquer comment elle est organisée. On a déjà un moteur qui est juste là. Donc ça, c'est un moteur automatique qui marche toute la journée si on veut. Donc voilà, il est pressé et il va pomper l'air avec le tuyau jaune de l'extérieur et le redistribuer par le tuyau bleu dans tout le bunker. Sauf que si le bunker est attaqué par des gaz de combat, on ferme toutes les portes, donc l'air ne circule plus par les portes d'entrée, il circule par l'aération. Et l'aération, elle ne doit pas faire circuler du gaz toxique. C'est à peu près logique. Donc, on prend la valve qui est ici, on la ferme. Donc là, l'air ne rentre plus par l'extérieur. On va ensuite mettre des manivelles qui sont juste ici, donc c'est des manivelles mobiles. Voilà. Comme ça, donc on va les placer juste là. Et ensuite, on va pouvoir les tourner. Et en fait, donc c'est les 4 moteurs, celui qui est dans le coin juste là et les 3 ici, ils vont se mettre en route. On visse les filtres qui sont juste là, qui sont connectés, vous voyez, avec l'extérieur. Et donc ces filtres en fait se mettent en route manuellement. Donc déjà, de 1, c'est pour filtrer l'air qui rentre dans le bunker, continuer de propager l'air. On en a 4 pour le faire aussi bien que l'air se fait naturellement, normalement, que c'est automatique. Et ensuite, c'est au manuel parce que la ventilation est électrique dans ce bunker. Donc si on a une panne de courant, il faut éviter en fait de mourir asphyxié. Et donc ça permet du coup de pouvoir générer l'air sans avoir à dépendre du courant électrique qui pourrait être coupé. Et donc on a les différents fils. C'est comme ça. Donc ils sont ici, et on a le tuyau qui va passer dedans. Je fais comme je peux. Donc ici c'est le groupe électrogène. Donc on a ce moteur qui est au milieu de la pièce. Il est alimenté par essence. Donc on introduit. Donc l'essence elle est stockée dans des jerrycans. Le jerrycan d'ailleurs, c'est une invention allemande. C'est les Allemands qui sont les premiers à créer les jerrycans. Donc rien que dans le nom, jerrycan, donc les jerrys, c'est les Bosch en fait en anglais. Donc c'est le bidon Bosch. C'est repris par les Américains et les Anglais notamment, parce qu'en fait c'est un moyen très efficace et assez révolutionnaire de stocker l'essence. Parce qu'avant l'essence est dans des grands barils, donc c'est pas pratique à transporter. C'est assez fragile aussi, c'est pas très ergonomique si on veut. Là ça permet d'en stocker des quantités bien plus conséquentes, de manière sécurisée et efficace. Donc voilà, avec l'espèce de petit bouchon ici qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ces jerrycans, ils vont alimenter en essence le moteur par ce trou ici. On va mettre l'essence dedans. Et ensuite, donc, le moteur se met en route. Donc le moteur en général, on l'allume et puis on le laisse tourner toute la journée et on ferme la porte, parce que ça fait un sacré bruit. Et la fumée qui s'échappe donc à cause de la combustion du carburant, elle s'échappe par la cheminée. Donc cette cheminée, elle est à l'horizontale, c'est pas pour rien. Si on faisait une cheminée verticale, en fait, il suffirait de prendre une grenade, la glisser dedans, hop, ça tombe là et ça explose, et dans le bunker, ça tue tous les occupants. Donc, on met déjà une cheminée horizontale pour pouvoir permettre à la fumée de s'échapper, mais empêcher une grenade d'entrer dans le bunker. Et aussi, la deuxième raison, c'est qu'en fait, cette cheminée, donc elle est horizontale comme ça, elle rentre dans le mur, et en fait, dans ce mur, à peu près 1 mètre de largeur, vous avez la cheminée verticale qui cette fois elle passe par le plafond. Et en fait, cette cheminée verticale, elle a deux sorties. Celle-ci, première sortie horizontale, et une sortie en toboggan qui descend plus bas et qui débouche derrière les 2 mètres de béton dans une antichambre qui est sous terre. Et ça permet que si on prend une grenade et qu'on la lâche dedans, au lieu de se mettre ici, de bloquer dans le coin, d'exploser, que le souffle rentre là et fasse éclater la tuyauterie, elle va glisser dans le toboggan, tomber dans l'antichambre derrière les 2 mètres de béton et exploser. Et le souffle va être retenu dans cette chambre
et repartir vers la cheminée vers le haut. Voilà. Ça permet du coup de sécuriser jusqu'au bout toute l'aération du bunker. Donc ce moteur, on le voit au sol normalement, on a tous les câbles électriques qui passent à faire le carrelage. Il est censé alimenter le groupe électrogène. Donc le groupe électrogène d'aujourd'hui qui fait marcher les lumières comme au-dessus de nos têtes, c'est celui-ci et celui-là, sous vert. Mais du coup, à l'époque, en fait, on avait vraiment juste ce tableau-là, avec celui-ci. Et en fait, c'est des reproductions de l'époque. En fait, c'est une reproduction du tableau de bord de l'époque, parce qu'on avait l'employé de mairie qui venait remonter le compteur tous les mois, qui était amené ici par les sentinelles allemandes. Il remontait le compteur, et puis ensuite il était raccompagné jusqu'à la sortie. Le tout avec les yeux bandés pour éviter qu'ils puissent observer ce qui se passe dans le bunker. Et donc en fait, après la guerre, quand c'est devenu un musée, que ça a été remis en état, il s'est proposé pour reconstruire le compteur comme à l'époque de mémoire. Il a tout refait en fait, à l'époque. C'est à l'ancienne avec les disjoncteurs et toutes les pièces en céramique et en acier. Ce qui laissait supposer que les Allemands payaient leur électricité. Ils payaient leur électricité. Et on a retrouvé les archives à la mairie de Tourcoing, des factures plutôt, qui prouvaient que les Allemands payaient leur électricité. Ce n'était pas l'EDF à l'époque, c'était les compagnies municipales d'électricité. Ce qui prouve qu'on le facturait, l'électricité, pas qu'il y ait. Il n'y a pas le cachet payé de pâte. Avant, on ne sait jamais. Hein. Oui. Donc vous avez vu que les 3 grandes villas qui ont été démolies, qui étaient réquisitionnées pour les généraux, les officiers, les sous-officiers, étaient occupées. Monsieur Collier. Donc Monsieur Collier, un des 3 industriels lignés, à la fin de la guerre, a récupéré sa villa. Oui. Et comme les usines avaient été détruites, et puis volées, etc., on n'avait plus de générateurs. Les usines avaient tous un générateur en cas de panne d'électricité, hein, comme disait Valentin. Donc il a récupéré le générateur allemand pour le mettre dans son usine. Alors il se trouve qu'en 1945, les Américains ont mis en place le plan Marshall pour aider l'Europe à se relever. Ils ont donné beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, et Landelefabriek, l'usine Flippo de Roubaix, l'usine textile aussi, a récupéré un générateur des Américains pour remettre son usine en marche. Le textile s'est terminé dans les années 70, 80, et quand l'usine Flippo de Roubaix a fermé, le directeur connaissait l'ouverture de ce musée, a dit écoutez, vous n'avez plus de générateur, moi je ferme mon usine, vous pouvez le récupérer. Donc nous sommes dans une situation un peu paradoxale où dans le bunker de la 15e armée allemande, la plus grosse armée allemande de l'époque, se trouve un générateur américain. D'accord. Ouais. Ça c'est l'anecdote. 230 à 250 000 hommes quand même, la 15e armée allemande. Ouais. Tot 250.000 Soldaten. Donc avec une entrée en aile, si jamais il y avait une entrée intempestive, parce que là, en fait, c'était une grille qu'il y avait. Ces portes ne sont pas d'époque. Là, les portes sont d'époque. 836 kilos, hein, avec une meurtrière au cas où il y avait une entrée quand même qui se faisait. Là et là. Et les inscriptions sont des inscriptions d'origine, c'est pour ça qu'on les encadrait, pour qu'elles ne soient pas totalement effacées. Donc on n'a pas à toucher. Et donc tous les bunkers étaient immatriculés, donc celui-ci portait le numéro de Tourcoing 381. Il y en a 4 comme ça en Europe. Celui-ci, un jumeau à Roubaix qui est dans un état d'abandon, on a récupéré ce qu'on pouvait, mais sur une propriété privée. Et 2 à Anvers, qui ont exactement la même configuration. Et ce blocos, contrairement à Sud-Roubaix et à beaucoup de blocos, n'est pas complètement enterré, parce que sans être marécageux,
Le terrain, avec sa proximité du canal de Tourcoing, est plus ou moins spongieux, on va dire, mais pas marécageux. Donc il est semi-enterré. C'est pour ça que le sol, c'est une dalle de 1,50 m qu'on appelle une dalle de béton semi-flottant. Alors ça, vous n'allez pas bouger, hein, on n'est pas sur le Titanic, mais moi je ne suis pas technicien, encore une fois, mais on appelle ça une dalle semi-flottante. Ce mécanisme, on trouve dans toutes les pièces et les ouvrages le clapet anti-souffle. Parce qu'ici, il y avait au maximum 20-25 soldats. Mais en cas d'alerte, le bâtiment était obligatoirement et automatiquement complètement hermétique. Donc s'il y avait 25 soldats ici et que ça durait des heures, c'est quand même embêtant pour les poumons, etc. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. 5 juin 1944, c'est ici, dans cette salle radio, que les soldats du renseignement allemand basé à Tourcoing interceptent un message codé diffusé sur Radio Londres. Ils le savent, un extrait d'un poème de Verlaine passé à la postérité doit annoncer l'imminence du débarquement allié. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Voilà, donc tous les réseaux de résistance savent que le débarquement aura lieu dans les 24 à 48 heures. Les Allemands aussi. Le problème pour les Allemands, c'est qu'ils ne connaissent pas le lieu. Car tout a été fait pour induire les troupes d'Hitler en erreur. La 15e armée allemande de Tourcoing en est persuadée. Le débarquement se prépare sur les plages du Pas-de-Calais. Il faut dire que de l'autre côté de la Manche, une mise en scène de diversion et savamment orchestrée, c'est l'opération Fortitude. Ils ont mis des moyens énormes, avec des leurres qui étaient disséminés tout le long des côtes, dans le Kent notamment. Alors ces leurres, c'était des camions, c'était des chars, c'était des barges de débarquement, des canons, enfin des tas de véhicules. Tout ça parfaitement imité, parfaitement décoré. Et évidemment, en vue d'avion, les photos qui étaient prises par les avions de reconnaissance allemands, vue d'avion, tout ça passait. Le bunker de Tourcoing est toujours debout. Transformé en musée, il témoigne à sa façon de l'ingéniosité des troupes alliées qui ont permis, le 6 juin cette fois, le succès de l'opération Overlord sur les plages normandes.